Coucou les amis, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'interview de Jocelyn Morisson. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jocelyn est journaliste et il s'intéresse à la spiritualité, toutes les questions qui tournent aussi autour du paranormal. Il a écrit de nombreux livres, notamment sur l'intuition et avec des auteurs comme Romuald Le Terrier, pour ceux qui le connaissent. Donc, je vous laisse découvrir cette vidéo très intéressante. Juste, je tenais à vous dire que vous verrez que ma connexion Skype ne marchait pas très bien. L'image est un peu figée en ce qui concerne ma partie. Pour le son, tout va bien et l'intervention de Jocelyn reste intacte. Donc, je vous laisse apprécier tout ce qu'il va nous apprendre dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Jocelyn Morisson. Bonjour Jocelyn. Donc vous êtes journaliste et j'ai cru comprendre que vous vous intéressiez à tout ce qui était paranormal. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter et puis nous présenter votre parcours ? Oui, bonjour. Je suis journaliste en fait de formation scientifique. J'ai travaillé beaucoup dans le monde de la santé, dans la presse professionnelle, mais parallèlement, j'ai développé un intérêt pour les états modifiés de conscience, notamment les expériences de mort imminente. Il y a un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et puis ça m'a amené à m'intéresser à tous les autres phénomènes qu'on dit inexpliqués, donc le parapsychologique, tout ce qui va être voyance, télépathie, expérience d'états modifiés de conscience en général, les sorties de corps, les états de transe, etc. Et la psychokinèse, enfin voilà, tout ce qui fait partie de ce monde-là, quoi. Et du coup, j'ai travaillé pour plusieurs revues, comme Nexus, Inexploré, j'ai travaillé pour le monde des religions aussi, et j'ai collaboré à pas mal d'autres revues aussi, et j'ai écrit quelques bouquins depuis une quinzaine d'années. J'en ai traduit aussi une dizaine d'autres, donc voilà, je suis passionné par ces sujets-là, tout en gardant une approche enfin sérieuse, ça c'est la moindre des choses, mais basée sur la science, disons, parce que la science reste mon background, quoi, comme on dit, et je continue à m'intéresser, bien sûr, à ce que la science a à dire sur ces sujets-là, même si globalement, elle les prend pas très au sérieux, mais il y a quand même quelques exceptions à la règle. Et donc voilà, j'essaye d'avoir une approche rationnelle de ces phénomènes, si on peut dire. C'est intéressant parce qu'à la base vous êtes scientifique, mais justement, sincèrement, quel a été l'élément déclencheur? Il y a eu un fait, quelque chose qui vous a donné envie d'aller vers ça? Parce qu'a priori, effectivement, quand on est en science, on est plutôt cartésien. Il y en a qui refusent effectivement d'expliquer ces phénomènes. C'est pas vraiment très sérieux. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie en fait d'aller vraiment vous spécialiser là-dedans? Ben, quand j'étais étudiant en sciences, j'étais plutôt un sceptique, hein, j'étais un rationaliste, on dirait. Donc j'avais mis de côté un peu tous ces phénomènes, mais j'avais vécu des choses dans l'enfance un peu troublantes. J'avais vécu beaucoup de rêves lucides et quelques sorties de corps aussi un peu spontanées, sans vraiment faire des grands voyages, hein, mais j'avais vécu des choses bizarres. Euh, et donc j'avais mis ça dans un coin de ma tête, disons, et j'avais pas complètement fermé la porte. Et ce qui m'a fait basculer, disons, c'est que j'ai lu un livre sur les expériences de mort imminente en 1996. Et là, j'ai trouvé des témoignages qui m'ont vraiment bouleversé, et puis une approche aussi sérieuse du sujet avec des scientifiques, des physiciens, des médecins, des anthropologues, des philosophes aussi qui réfléchissaient en fait sur ce que pouvait être ce phénomène. Et ça m'a passionné. Et du coup, comme c'était en même temps les débuts d'Internet, etc., et que moi je pouvais accéder aussi à des sources en anglais, je suis tout de suite allé chercher le maximum de choses que j'ai pu lire, et tout de suite j'ai trouvé des choses passionnantes. J'ai téléchargé plein de documents, tout ce que je pouvais lire, aussi bien le livre des morts tibétains que des récits de voyage astral, etc., etc. Et j'ai un peu plongé tête baissée dans tout ça, et après j'ai un peu fait le tri quand même. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi pas mal de bêtises, quoi, ou en tout cas des choses pas forcément sérieuses dans ce domaine-là aussi. Et voilà, et depuis j'ai un parcours aussi qui est en même temps professionnel et aussi personnel, quoi, parce que ça m'a amené à un chemin de spiritualité, hein, je peux dire. Et vous vous intéressez exclusivement à ces sujets-là?
Alors, non, en fait, je continue à travailler un petit peu dans le domaine scientifique. Je fais quelques articles, par exemple pour le site Atlantico sur les découvertes scientifiques, mais en lien avec quand même les sujets qui m'intéressent, la physique quantique, la conscience, les neurosciences, ce genre de choses. Donc, je sais pas forcément directement sur les phénomènes inexpliqués, mais c'est quand même des domaines scientifiques dans lesquels il y a des gros points d'interrogation, disons. Donc, pour moi, tout ça, ça forme un tout, hein, bien sûr. Dans le monde de la santé, je travaille quasiment plus pour la presse santé, que ce soit en presse papier ou internet. Mais depuis quelques mois là, je suis en fait rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Native, qui est consacrée aux peuples autochtones, peuples premiers, et chez lesquels il y a beaucoup de spiritualité aussi, donc ça, pour moi, ça fait le lien, hein. Et puis, bien sûr, il y a toute cette vision du monde qui est aussi liée à des états de transe, à des états de conscience modifiés, donc voilà, ça m'intéresse beaucoup aussi, par cette fenêtre-là, disons. Et puis, derrière, bien sûr, il y a toute la conscience écologique chez ces peuples-là, qui font que, voilà, pour moi, c'est un sujet passionnant. Et donc, je continue à travailler. Je travaille dans la presse essentiellement maintenant pour cette revue Native, et puis je continue à travailler dans l'édition comme auteur et traducteur. Ok, super. Alors, justement, grâce à toutes ces lectures, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que j'avais vu que vous aviez fait une petite interview sur l'intuition. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. J'ai écrit un premier livre, mais je continue à faire des recherches. Bon, j'ai mon avis sur la question, mais puisque clairement vous êtes bien dedans, est-ce que vous pourriez, est-ce que vous pensez que vous pourriez nous expliquer un peu ce que c'est de votre point de vue, expliquer le phénomène de l'intuition? C'est pas évident, je pense que c'est assez vaste. L'intuition, je m'y suis intéressé pour un livre que j'ai fait en 2013 dans la collection de Stéphane Alix, qui est un journaliste bien connu, hein, qui a fondé l'INRES. Il avait lancé une petite collection aux éditions de La Martinière en 2013, et j'ai fait trois livres dans cette série, dont le premier était sur l'intuition. Et je l'avais appelé Intuition et sixième sens. Donc j'ai quand même creusé pas mal la question de l'intuition. Et pour moi, l'intuition, en fait, c'est une porte ouverte vers justement ce qui est plus grand que nous, quoi, ce qui nous dépasse. C'est une porte ouverte sur des mondes invisibles, sur l'inconnu, mais qui se manifeste de manière ordinaire au quotidien, et pour laquelle je distingue en fait trois niveaux, quoi. Il y a cette intuition du quotidien qui nous permet de savoir, de réaliser qu'on est sorti en oubliant de fermer à clé, ou des choses comme ça, des petites informations qui nous viennent et qui nous rendent service de manière un peu banale. Après, je distingue un deuxième niveau où je fais correspondre l'intuition et puis l'inspiration dans l'art et la créativité en général, et donc aussi bien dans l'art que dans la science, notamment dans les mathématiques, hein. Il y a beaucoup de mathématiciens qui disent qu'ils sont intuitifs, en fait, qu'ils ont des informations qui leur viennent comme ça, ils savent pas trop d'où, ils cherchent pas. En tout cas, c'est au-delà du rationnel, quoi. C'est ça la clé, c'est que l'intuition, c'est une information qui n'est pas, qui ne vient pas de la raison. Donc, ça veut dire que ça provient d'une autre source. Alors, Jung. C'est des génies finalement, hein, quelque part. Ils arrivent aussi à trouver parce qu'ils sont inspirés peut-être pour aller chercher dans cette voie. Absolument, ouais, on a des génies effectivement qui sont des gens extrêmement intuitifs. Et puis il y a le troisième niveau, c'est carrément la voyance, quoi. La grande intuition pour moi, c'est la voyance, la capacité à capter des sources comme ça qui sont d'origine inconnue, mais qui amènent des informations qui ont du sens. Et moi, je me suis beaucoup intéressé aussi aux synchronicités, hein, dans les derniers livres qu'on a fait là, avec Romuald de Terrier. Donc, se souvenir du futur, se souvenir de l'au-delà. Pour moi, la synchronicité, c'est pareil. Être sensible, être réceptif aux synchronicités, c'est avoir de l'intuition. C'est être capable de s'ouvrir, en fait, à autre chose que simplement le mental, quoi, la voie de la raison. Donc l'intuition, c'est aussi ce que j'appelle la voie du cœur, en fait, et donc ça nous amène à la spiritualité, quoi, parce que la voie du cœur, c'est la voie de la connaissance transcendante. C'est-à-dire que c'est la voie de la connaissance qui équilibre avec la raison, disons. Donc voilà comment je conçois un petit peu le phénomène de l'intuition. Pour moi, il y a vraiment plusieurs niveaux, mais ça forme un continuum, quoi, disons, et ça nous amène effectivement à une connexion, à une reliance
avec quelque chose qui en nous est plus grand que nous, quoi, qu'on va appeler l'âme, et puis ensuite l'esprit, et ce que Jung appelait le soi, en fait, qui était à la fois l'âme et l'esprit bien intégrés. Et donc voilà, et ça s'exprime par des choses qui sont dans l'inconscient individuel, dans l'inconscient collectif. Mais pour moi, ces domaines-là, ils sont complètement reliés à ce qu'on appelle l'âme et l'esprit, quoi. Donc c'est une source d'information qui nous dépasse, qui est plus grande que nous. Donc c'est une source de connaissance, et une source de sens. Voilà. Et comme vous vous intéressez aussi un petit peu à tout ce qui touche au cerveau, est-ce que vous avez lu des choses qui expliquent ce qui se passe quand on est intuitif? C'est juste une question, je ne sais pas si c'est le cas, mais... Je sais pas s'il y a vraiment d'études qui ont montré qu'il y avait des choses particulières qui se passaient dans le cerveau chez les gens qui sont très intuitifs. Il faudrait pouvoir faire des études d'imagerie en temps réel, voir quand quelqu'un a une intuition, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau. Donc c'est compliqué. Parce que moi, par contre, je me suis intéressée à tout ce que disait Corinne Sambrin et ses états de transe, où là, du coup, pour le coup, ils ont fait des études et où il semblerait qu'il y a l'activation de certaines zones en particulier. Voilà, alors effectivement, chez certains, ça doit être plutôt peut-être inné, mais bon, moi, je pense qu'on est tous intuitifs et que ça peut se travailler. Est-ce que vous pensez est-ce qu'il y a des méthodes que vous affectionnez pour essayer de le développer? Vous êtes intéressé à ces questions? Ouais, bah moi j'ai plein d'amis auteurs qui ont écrit là-dessus. Il y a Sylviane Young a fait un bouquin très très bien, très pratique. Christelle Lauré aussi sur la façon de développer l'intuition. Donc grosso modo, c'est privilégier une espèce d'ouverture, un lâcher prise, c'est faire de la méditation, c'est s'ouvrir à ce canal en nous qui consiste à faire essentiellement taire le mental, quoi, à dépasser l'ego, comme on dit. Donc il y a plein de façons de le dire, mais ça revient toujours un peu au même, quoi. Et puis moi je pratique pas mal de sport, hein, justement, je fais des arts martiaux aussi beaucoup, et dans les arts martiaux, il y a cette notion-là que, au bout d'un moment, quand on a dépassé la technique et le fait de contrôler, de maîtriser les choses, on est dans une forme de lâcher prise aussi, et les mouvements se font un peu malgré nous, quoi. Dans les arts martiaux japonais, par exemple, il y a cette pratique de méditation, ça s'appelle Mokuso, je crois, qui consiste à faire une méditation avant la pratique et puis après la pratique. Et donc c'est une façon de se connecter à cette source, en fait. On se connecte à une source d'énergie, on peut dire, qui permet de faire la pratique sans justement sans réfléchir, sans faire intervenir le mental. Et on sait bien que dans plein de sports, mais dans les arts martiaux en particulier, on pratique d'autant mieux qu'on ne réfléchit pas au mouvement qu'on fait, quoi, que ça se fait naturellement, et qu'on est d'autant plus efficace qu'on est dans une forme de relâchement aussi, y compris dans le combat, hein. Donc ça c'est connu. Et puis dans les autres sports, on a ce qu'on appelle les états de flow, ou ce qu'on appelle la zone aussi. J'ai pas bien compris pourquoi on appelait ça la zone, mais donc les états de flow, c'est les états dans lesquels on est complètement dans une forme de transe aussi, dans la pratique des sports extrêmes notamment, que ce soit l'escalade, le ski, je fais pas mal de ski aussi, ou la planche à voile, le surf, ce genre de trucs, un peu tous les sports extrêmes. Il y a des états qu'atteignent les pratiquants où ils disent qu'ils sont dans un lâcher-prise total et que ça devient une espèce d'expérience mystique, en fait. Il y a la sensation de fusionner avec l'élément et d'être de ne faire plus qu'un avec l'élément, quoi. Et ça, dans les arts martiaux, c'est la même chose, hein. Quand on est dans cette approche-là et qu'on arrive à atteindre ces états-là, il n'y a plus de séparation entre soi et l'autre, et on est dans un seul et même mouvement, quoi. Donc voilà, je pense que toutes les méthodes en fait reviennent à ça, quoi, reviennent à faire jouer cette capacité à dépasser vraiment le mental, à ne plus faire intervenir, à faire taire le mental, quoi, tout simplement. J'en viens aux mêmes conclusions, mais je voulais savoir si peut-être vous aviez d'autres perles, parce que voilà, si vous travaillez énormément sur tous ces sujets. Et moi, oui, ça me parle ce que vous dites, parce que sur le yoga, en fait, c'est exactement pareil. Quand on peut, enfin, moi, c'est plus si je vais pratiquer pour moi que si je l'enseigne. C'est vraiment l'énergie qui porte le corps. C'est un truc incroyable, en fait. C'est une super sensation.
Et c'est vrai que par contre, c'est très compliqué. Alors, moi, j'essaie de trouver des astuces quand j'enseigne. Par contre, déjà au stade où ils sont très stressés. Donc, j'arrive déjà à les détendre, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des personnes qu'on peut suivre de façon à les amener à ça parce que c'est juste extraordinaire. Hein. C'est une sensation qu'il faut absolument avoir. C'est vraiment le corps qui fait le mouvement. C'est incroyable. Je pense il faut se laisser traverser en fait. Il faut se laisser traverser par une énergie qui est autour de nous. Et on sait aujourd'hui, la science, là, c'est là où ça rejoint justement la science, c'est que la science nous dit qu'on est baigné dans un océan d'informations, un océan d'énergie, d'ondes, etc. Et donc, plus on se laisse traverser par ça, et plus on est en harmonie avec tout ce qui nous entoure finalement. Donc, y compris dans la pratique sportive, quoi. Mais pour l'intuition, de manière générale, je pense que ça revient au même. Il faut se laisser traverser par cette information, et du coup, on a des informations pertinentes pour nous, quoi, pour nous guider sur notre chemin, etc. Oui, mais ce que je remarque, c'est pour ça que c'est intéressant d'enseigner le sport, en fait. Parce qu'on est vraiment avec des gens qui sont plutôt dans du travail où ils vont être stressés, énervés. On se rend compte qu'en fait, le seul problème, c'est que les gens, ils sont beaucoup dans le mental. Donc, ils veulent faire le mouvement, ils le font avec la tête. Ils n'arrivent pas à écouter, en fait, leur corps. Ça vient à force de pratiquer, parce que voilà, tout le monde, du coup, naturellement, nous a beaucoup formaté. Même après, dans la vie de tous les jours, ce que vous disiez, même d'avoir une intuition, se laisser traverser, c'est vrai que du coup, chez les gens qui font beaucoup avec la tête, qui sont stressés, ils n'arrivent pas à calmer leur mental. Alors, c'est vrai que justement, moi, je trouve que la méditation, c'est un super outil et il faut un peu se forcer. En fait, c'est pour ça que je voulais donner des cours de yoga au début, parce que je n'arrivais pas à me poser. Et à force... Oui, à force, ça y est. Après, je pense qu'il y a des connexions neuronales. Le cerveau trouve tout de suite le chemin pour dire au mental, tu te tais, parce qu'il est exercé. Mais les gens ont peine, en fait. Je dirais traditionnellement, ils se posent pas. Et puis, voilà, toujours plein de pensées. Et ça parasite absolument la possibilité d'accéder oui, cette connaissance. En fait, on peut tous y arriver. C'est ça, c'est pas un don, en fait. Hein. C'est juste qu'il y en a chez qui c'est un peu plus développé. Là, pour avoir interrogé des gens récemment, parfois même certains par contre qui ont vraiment des capacités, je dirais un peu plus hors normes, justement télékinésie, etc. A priori, c'est suite à des chocs, donc des chocs traumatiques ou autres. Je pense qu'il y a un apprentissage aussi, hein. C'est-à-dire que dans le yoga et dans le tai chi, moi je fais du tai chi, on pose aussi la respiration, et ça c'est vachement important, et on voit bien que de toute façon les études là par contre sur la méditation, elles ont montré qu'on développe quand même certaines zones du cerveau en l'occurrence. Donc je pense que c'est de plus en plus facile en fait. Plus on fait de la méditation, plus c'est facile de méditer, et plus on ouvre ce canal en quelque sorte. Ça peut être difficile au début, mais en principe c'est de plus en plus facile par la suite. Et sur la question des chocs, moi je me suis intéressé aussi dans mon bouquin sur l'intuition ce qu'on appelle le syndrome des savants. Ce sont des gens qui se mettent à avoir des capacités de calcul ou de mémorisation extraordinaires, et ça peut être suite à des chocs. Ça peut être suite à des pathologies. Bon, il y a des formes d'autisme, on le sait, hein, comme chez les Asperger, etc. Mais il y a aussi des gens qui développent des capacités de reproduction en dessin ou en musique, ou ce genre de choses, suite à des traumas. Donc c'est clair que ça laisse entendre que le cerveau, en fait, en temps normal, il bloque des choses, et que s'il y a un choc, ça peut débloquer, ça peut ouvrir, et que le cerveau agit comme un filtre, quoi, qui selon les circonstances, peut finalement laisser passer plus d'informations après des situations comme ça. On dit des chocs et des traumas, c'est quoi? C'est des accidents? Plutôt des chocs physiques, ouais, plutôt des traumas physiques, des accidents, des chocs à la tête, ce genre de choses, ouais. Plus que des traumas psychologiques, en fait. Hein. Non, faut qu'il y ait vraiment une action sur le cerveau, manifestement. Alors, du coup, je voulais aussi vous demander par rapport à, et je crois que c'est le titre d'un de vos livres, Se souvenir du futur, si vous pouviez expliquer ça, parce que j'avais vu une vidéo de Romuald Le Terrier qui en parlait, mais c'est vrai que voilà, j'aurais aimé en savoir plus. Donc, si vous voulez bien, ce serait super. En fait, Se souvenir du futur, c'était déjà le titre d'une des parties de mon livre sur l'intuition, parce qu'à la fin de mon livre sur l'intuition, donc je parle c'est ce bouquin-là, hein, qui était présenté par Stéphane Alix, donc,
Et Mhm. à la fin de ce livre, je parle de la voyance, des grandes expériences de voyance, et je citais notamment Bertrand Meust, qui est un chercheur français, un sociologue et professeur de philosophie, qui avait dit que la voyance, c'était comme un souvenir du futur. Donc déjà, parce que ça fonctionnait comme un souvenir en fait, c'est-à-dire que le fait d'avoir une voyance, ça pouvait consister à faire venir des bribes d'informations et que ça fonctionnait ensuite par association d'idées, c'est-à-dire que plus on arrivait à faire venir d'informations, plus on en avait qui venaient. Comme quand on se souvient de quelque chose petit à petit en fait. Donc on essaie de se remémorer une situation et le fait de se rappeler un endroit fait qu'on se rappelle des personnes et le fait de se rappeler des personnes fait qu'on se rappelle des conversations, etc., etc. On a de plus en plus de souvenirs qui viennent de manière associée. Et la voyance, d'après lui, fonctionne de la même façon. Donc j'avais déjà en fait abordé cette notion-là sous cette forme-là, sous la forme d'un souvenir du futur, mais il faut bien que pour qu'on ait de la voyance, pour que la voyance ou la prémonition ou la précognition soit possible, il faut bien que l'événement futur existe déjà d'une manière ou d'une autre. C'est quand même c'est quand même la base. Pour qu'on ait un rêve prémonitoire, par exemple, il faut bien qu'au moment où on fait le rêve, l'événement qui fait l'objet du rêve, il faut bien qu'il existe déjà, que cette information soit accessible quelque part. Et là, si on se tourne vers la science, on voit qu'il y a des théories qui nous disent que le futur, en fait, est déjà déployé, en quelque sorte. Même dans la physique classique, dans la physique d'Einstein, le temps, en fait, l'univers forme un bloc, et le passé, le présent et le futur existent à chaque instant. Ils existent ensemble, ils sont rassemblés dans le moment présent, mais ils existent encore, quelque part. Le passé existe encore et le futur existe déjà. Donc, nous, on a travaillé avec un ami physicien qui s'appelle Philippe Guillemant, qui a développé... Voilà, voilà. j'allais vous dire parce que j'allais vous dire, est-ce que vous pensez comme lui, du coup, j'imagine, du coup, que, Oui, effectivement, par contre, ok, il existe quand vous faites le rêve, mais que vous pouvez quand même peut-être le changer, parce que quand vous faites le rêve, il y a le futur, mais en fonction de ce que vous êtes à l'instant, en fait. Mais lui, voilà. il dit que ça peut bouger. Il n'est pas Alors, partisan de ceux qui disent que c'est figé, c'est écrit, et puis c'est tout, on ne peut absolument. plus rien faire. C'est là où il Ouais. amène, c'est là où il amène une différence, une nuance avec l'univers bloc, c'est que lui, il dit qu'il y a des futurs, on a plusieurs futurs superposés, en fait, à chaque instant. On a plusieurs futurs possibles, et que ce futur peut changer sous l'effet de nos choix, de nos intentions, la façon dont on fait des demandes aussi, on peut dire, à notre soi, ou ce genre de choses. Mais si le futur dont on rêve, au moment d'un rêve prémonitoire, s'il change, ça va plus être un rêve prémonitoire. Pour que le rêve soit prémonitoire, il faut que le futur dont on a rêvé advienne, quoi. Il faut que ce futur arrive, sinon ça aura pas été un rêve prémonitoire. On ne peut dire qu'un rêve était prémonitoire qu'a posteriori, par définition, d'accord? Donc, dans l'exemple du rêve prémonitoire, il faut que l'événement dont on a rêvé se produise réellement. Hein, et c'est à ce moment-là qu'on pourra dire que le rêve est prémonitoire. Mais là où Romuald Le Terrier, lui, il a travaillé auprès des chamans sur cette approche-là, parce que chez les chamans, il y a cette notion de rêve prémonitoire aussi, qui est complètement banalisée, en fait, qui fait partie de leur vision du monde. Et eux disent que c'est le moment où l'événement se produit dans la réalité qui est la source du rêve. C'est-à-dire que cette information, en fait, elle remonte le temps. Quand on voit l'événement dans la réalité, après avoir fait le rêve, donc chronologiquement après avoir rêvé, on voit l'événement dans la réalité. Ça peut être notamment pour des pratiques de chasse ou des rencontres ou de ce genre de choses, hein, chez les aborigènes, chez les Indiens d'Amazonie, etc. Au moment où on voit l'événement se produire dans la réalité, il y a une forme de sidération psychique qui fait que cette information remonte le temps et informe le contenu du rêve. Et c'est cette information-là qui donne le contenu au rêve. Donc il faut penser en termes de boucle temporelle, en fait. Il faut penser en termes d'informations qui remontent le temps. Et aujourd'hui, en science, il y a des réflexions, en physique quantique, etc., sur le fait que l'information peut remonter le temps. Donc si de toute façon le temps est déployé, hein, pour une partie de notre conscience qui existe hors du temps, le temps est déployé, donc il y a le présent, le passé, le futur qui coexistent, et ben l'information peut circuler dans les deux sens du temps. Donc ça a l'air absurde a priori, mais il y a des expériences qui montrent que c'est possible, que en tout cas c'est une interprétation complètement valide, c'est une hypothèse qu'on peut retenir, même s'il n'y a pas de démonstration absolue de ça. Et donc à partir de là, effectivement, on peut considérer que les voyances, les prémonitions, les rêves prémonitoires
ou les grandes synchronicités aussi, fonctionnent comme ça, avec de l'information en fait qui remonte le temps. Et donc c'est une manière un peu poétique aussi, un peu magique de voir les choses, sans que ce soit forcément de la pensée magique justement, c'est-à-dire quelque chose de complètement irrationnel, quoi, puisqu'il y a une base scientifique et philosophique, disons, derrière ça. Ben, moi, c'est pour ça que j'aime bien interroger des personnes comme vous. Sinon, enfin, voilà, souvent c'est des vidéos aussi comme ça que je vais regarder, parce que pour moi, il s'est passé des choses dans ma vie, on constate des choses, l'énergie, on la sent, mais je me suis dit, je veux comprendre. Je n'arrivais pas à me résoudre au fait que c'était quelque chose d'irrationnel. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de réponses. Et c'est vrai que justement, moi, j'aime beaucoup Philippe Guillemot. En plus, je le trouve assez accessible dans ses explications. C'est quand même pas évident, la physique quantique. En tout cas, moi, les calculs, je comprends pas. Mais tout ce que lui dit dans ses vidéos, ça a été une mine d'informations et encore plus de choses qui ont fait sens pour moi, justement. Et je pense que oui, on pourra expliquer de plus en plus les phénomènes, mais il faut effectivement réussir à recouper toutes ces informations. Faut y avoir accès. Écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie, c'est beaucoup plus clair pour moi, ce souvenir du futur. Là, j'ai bien compris, tandis que quand j'avais vu les vidéos à l'époque, j'avais pas aussi bien compris que ça. Est-ce que vous avez un livre en cours, peut-être? Avec Romuald, on travaille sur notre 3e livre ensemble. D'accord. Pour l'instant, le titre, c'est un titre de travail, c'est le web cosmique. Ça va traiter de la façon dont justement on est relié en fait à tout l'univers, dont on est relié aux autres, à la nature, aux vivants, au cosmos, à la Terre, etc. Et on a des sources de ça, aussi bien dans la spiritualité, dans tous les enseignements spirituels, que dans la science, justement, la physique quantique, mais même aussi la physique classique, on va dire. Et donc c'est intéressant de réfléchir à cette façon dont en fait on se croit isolé dans le monde, on se croit être un sujet dans le monde entouré d'objets, mais la réalité c'est certainement pas celle-là en fait. Donc toute cette réalité-là, elle forme un tout. Donc on réfléchit. C'est une source d'énergie et l'énergie, elle n'est pas individualisée. C'est cette vision 3D en fait qui nous donne cette sensation qu'on est différent du voisin, alors qu'en fait on est une seule même énergie en fait. Ouais. Et c'est vrai que malheureusement il y a encore beaucoup de monde qui est encore trop peu informé par rapport à ça. Il y en a qui continuent à se dire c'est des bêtises, alors qu'en fait effectivement c'est de la physique quantique. Bon, c'est super intéressant. C'est normal que on est éduqué comme ça, on est formaté comme ça pour penser qu'on est isolé, qu'on est distinct des autres. Et c'est vrai qu'il y a du vrai aussi là-dedans. On n'est pas tous pareils non plus. Pour moi, on est tous traversés par la même énergie, mais on a tous une identité, une singularité, quoi. Ça c'est vrai aussi. On peut pas dire du tout en fait. Dans les principes spirituels, c'est ce qu'ils disent. Et du coup, c'est logique parce que du coup, voilà, moi c'est une nuance, mon voisin c'est une nuance qui permet de faire un tout harmonisé en fait. Non, mais c'est exactement ça. Mais c'est vrai qu'après, si on n'a pas aussi soi-même peut-être des expériences un peu hors du commun ou qu'on ne ressent pas des choses, c'est vrai qu'on va peut-être pas non plus s'intéresser. Parce que effectivement, on nous a tous formatés pareil, mais voilà, même vous l'avez dit tout à l'heure, et ça, je n'avais pas fait attention quand j'avais vu des vidéos que vous avez déjà faites. Vous avez eu des expériences, parce que sinon, c'est vrai que moi, personnellement, à la base, j'ai des études, j'ai un esprit rationnel, et c'est pour ça, je pense que je veux toujours relier ce qu'on dit être irrationnel à quelque chose qui, à mon avis, est tout à fait rationnel. Simplement, je ne sais pas faire les calculs de physique quantique, mais du coup, j'aime beaucoup écouter les physiciens. Ou effectivement, lire des livres qui permettent d'avoir ces éléments. Il n'y a pas de calcul dans ces réflexions-là, puisque c'est plus sur les implications philosophiques en fait de la physique quantique. Donc c'est pas de la physique quantique pure et dure, si vous voulez, toutes ces réflexions-là. Il n'y a pas besoin de maîtriser les mathématiques ou quoi. C'est plus des réflexions qui vont être métaphysiques ou philosophiques sur ce que nous dit la physique quantique, sur ce qu'elle implique. En fait, si on retient ces principes de base, donc il faut connaître, c'est les grands principes de base de la physique quantique, c'est tout, mais il n'y a pas de calcul à faire. Après, c'est sûr qu'il faut avoir des experts. Il y en a qui parlent de Planck, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais ils parlent de calcul, je vous assure. Ça dépend lesquels, en fait. Oui, non, mais il y a des notions de base à connaître, bien sûr, en physique quantique, si on veut comprendre justement quelles sont ses implications philosophiques. Mais les découvreurs de la physique quantique, au début du XXe siècle, ils ont tous réfléchi à ces répercussions
répercussions justement de ce que ça voulait dire pour la nature du monde qui nous entoure en termes philosophiques, quoi. C'était plus, ils sont sortis du domaine de la science stricto sensu, quoi. Après, sur les expériences, oui, il faut avoir vécu soi-même des choses, parce que tout ce qui est spiritualité notamment, ça peut pas être juste de la théorie, quoi. C'est pas possible. Ça peut pas être simplement des lectures. Il faut que ça fasse écho en soi à des choses qu'on a vécues. Et c'est pour ça qu'il faut pratiquer aussi soi-même des choses comme la méditation, le yoga ou d'autres choses. Sinon, ça reste purement cérébral, quoi. Ça reste intellectuel et ça n'a aucun intérêt. Ouais, mais c'est vrai que moi, je comprends les gens qui me disent bon, moi, j'y arrive pas. Hein. Voilà, c'est que ça doit pas être l'heure pour ces personnes-là, tout simplement, hein, parce que c'est vrai que voilà, il y en a qui n'arrivent pas à se poser, ils veulent pas. Bah, ils veulent pas, ils Mais n'arrivent pas. que... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ils veulent pas ou ils n'arrivent pas. Donc, je pense que si on veut, on y arrive. Il faut faire l'effort. Oui, c'est une question d'habitude, en fait. C'est clair. C'est comme je vous disais, je pense qu'il y a des connexions qui se font et en fait, après, on arrive à trouver le chemin tout de suite pour, boum, faire un écran par rapport aux pensées. Mais si tant qu'on n'est pas entraîné, ben oui, les pensées, elles passent et puis ben, on n'arrive pas à faire des Ouais, vides. c'est normal. La méditation, ça devient de plus en plus facile à mesure qu'on le fait, justement, de faire taire un peu les pensées, ou en tout cas de regarder les pensées arriver et puis partir. Parce que c'est ça la méditation, c'est pas s'arrêter de penser non plus. Il y a plein d'idées fausses sur la méditation, par exemple. Ouais, c'est juste pas les suivre, les pensées, pas. C'est juste ça. Mais qu'évidemment, ça passe, c'est sûr. Parce que zéro pensée, c'est compliqué quand on voit combien on en a par jour. Donc, c'est sûr que c'est impressionnant, on ne se rend pas compte qu'on en a autant. Je pense qu'il y a des gens qui ont peur aussi de ce qu'ils peuvent trouver, en fait. Il y a une espèce d'appréhension, de crainte de ce qu'on peut découvrir sur soi-même, parce qu'on a aussi des choses pas forcément très belles au fond de soi, dans l'inconscient, des zones d'ombre, comme on dit chez Jung, hein, la part d'ombre. Il y a des choses qu'il faut affronter en fait pour ce chemin, pour suivre ce chemin donc de réalisation spirituelle. Et beaucoup de gens peut-être n'ont pas envie de se confronter à ça, et ont peur aussi de ce que ça peut vouloir dire que finalement la vie continue après la mort, il y a un au-delà, les esprits existent, etc. Il y a plein de gens qui ont peur de ça, et donc je pense que c'est un gros frein. Pourtant c'est plutôt positif a priori. Non mais vous avez raison, les gens ont peur. Néanmoins, je pense que ça vaut le coup de dépasser sa peur et de s'intéresser à ces choses-là, parce que je sais que il y a 2 ans, j'ai eu une expérience vraiment flippante. L'escalier de l'endroit où j'étais s'est mis à craquer de marche en marche, comme si quelqu'un les descendait, et j'ai été traversée par du froid. Et je crois que si je ne faisais pas de Reiki, j'aurais vraiment eu peur. Donc pour le coup, ça vaut le coup de dépasser sa peur. Comme ça, si on est face à des expériences originales, on a beaucoup moins peur. En tout cas, c'est vrai qu'on peut peut-être pas tout expliquer aujourd'hui, mais je pense franchement qu'on va y venir. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au cerveau. Et moi, j'étudie beaucoup tout ce qui tourne autour de ça, parce que vraiment, ça me passionne. En tout cas, c'était vraiment très intéressant, Jocelyn. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et puis, je vous dis à bientôt. Avec plaisir.